La saga des hommes-dieux par Philippe José Farmer. Le faiseur d'univers. Roman traduit de l'anglais par Michel Dutch. Chapitre 1. Plaintif, l'appel fantomatique d'une trompe s'éleva de l'autre côté de la double porte. 7 notes faibles et lointaines, épanchement ectoplasmique d'un spectre d'argent, eût-on dit, si le son pouvait être la matière dont sont faites les ombres. Robert Wolfe savait qu'il était impossible qu'il y ait une trompe ou quelqu'un pour souffler dans une trompe derrière les portes coulissantes. Une minute auparavant, il avait jeté un coup d'œil à l'intérieur du cagibi, et il n'y avait rien vu de particulier, hormis un plancher de ciment, des murs de plâtre, des tringles et des patères, une étagère et une ampoule électrique. Pourtant, l'appel de la trompe lui avait paru assourdi, comme s'il venait de par-delà la frontière même du monde. Comme il était seul, personne ne pouvait lui confirmer la réalité matérielle de cette fanfare, dont il savait qu'elle ne pouvait être qu'imaginaire. La pièce dans laquelle il se tenait, immobile et comme hypnotisé, n'était certes pas l'endroit où l'on put s'attendre à faire semblable expérience. Cependant, que cela pût lui advenir à lui n'était pas absolument invraisemblable. Depuis quelque temps, des rêves étranges troublaient son sommeil, et, durant le jour, des pensées et des images aussi bizarres que fugitives, éphémères, mais nettes, stupéfiantes même, lui avaient traversé l'esprit. Involontaire, inattendue et toute puissante. Il était inquiet. L'apparition de troubles psychiques au moment de prendre sa retraite lui paraissait être le comble de l'injustice. Néanmoins, cela pouvait lui arriver comme à n'importe qui, et il n'y avait qu'une seule solution, consulter un médecin. Mais il était incapable de se résigner à agir ainsi que la raison l'exigeait. Il attendait sans parler de rien à personne, à sa femme moins qu'à quiconque. Pour l'instant, debout dans la salle de détente d'une maison toute neuve de l'ensemble résidentiel des Oakham, il regardait fixement la porte du placard. Si la trompe se faisait de nouveau entendre, il ouvrirait afin de s'assurer que le cagibi était bien vide. Alors, il aurait la certitude que c'était son cerveau dérangé qui était à l'origine du son qu'il percevait. Il renoncerait à acheter la maison. Sourd aux protestations hystériques de son épouse, il irait d'abord voir un généraliste, puis un psychiatre. « Robert !» appela sa femme. « Tu ne trouves pas que cela fait assez longtemps que tu es en bas ? Remonte, je veux te parler à toi et à Monsieur Bresson. » « 1 minute, ma chérie. » Brenda renouvela ses injonctions. Sa voix était si proche maintenant que Wolfe se retourna. Elle se tenait en haut de l'escalier, conduisant à la salle de détente. Elle avait le même âge que son mari, 66 ans. La beauté qui avait jadis été la sienne était désormais enfouie sous la graisse, la poudre et les fards rutilants qui colmataient ses rides, sous les verres épais de ses lunettes et ses cheveux bleutés. À sa vue, Wolfe grimaça comme il grimaçait chaque fois qu'il se rencontrait dans la glace qui lui renvoyait l'image de sa calvitie, des sillons profonds qui creusaient ses joues, reliant les ailes de son nez au coin de sa bouche, et la patte d'oie qui irradiait à l'angle de ses yeux congestionnés. Était-ce là la cause de tout le mal? Était-il incapable de s'adapter à ce qui est le lot commun, que cela vous plaise ou non? À moins que ce ne fût pas contre les ravages des ans qui se révoltaient, qu'il s'agisse de leurs effets sur Brenda ou sur lui-même, mais contre le fait que ni l'un ni l'autre n'avaient réalisé leur rêve de jeunesse. Il n'existait aucun moyen d'échapper aux coups de lime et de burin du temps qui attaque toute chair, mais le temps avait été indulgent, puisqu'il lui avait permis de parvenir à l'âge qu'il avait. Il ne pouvait invoquer l'excuse d'une vie trop brève pour n'avoir pas réussi à conquérir la beauté intérieure. S'il était ce qu'il était, le monde n'en était pas responsable. C'était de sa faute à lui seul. Au moins était-il assez fort pour regarder la vérité en face. Il ne rejetait le blâme ni sur l'univers, ni sur la parcelle d'univers qu'était sa femme. Il ne grognait pas, il ne gémissait pas comme Brenda. À certains moments, il aurait pu aisément se lamenter. Combien existait-il d'hommes qui ne se rappelaient rien de leur jeunesse,
dont les souvenirs commençaient à l'âge de 20 ans. Et encore n'était-ce là qu'une estimation. Les Wolfe, qui l'avaient adopté, lui avaient dit qu'il paraissait avoir 20 ans quand ils l'avaient trouvé errant à travers les collines du Kentucky, à proximité de la frontière de l'Indiana. Il ne savait ni qui il était, ni comment il était arrivé là. Kentucky, États-Unis, étaient pour lui des mots vides de sens, comme tous les mots de la langue anglaise d'ailleurs. Les Wolfe l'avaient recueilli et ils avaient prévenu le shérif. L'enquête ouverte par les autorités pour tenter de l'identifier s'était soldée par un échec. À un autre moment, son histoire aurait passionné la nation tout entière, mais on était en guerre contre le Kaiser et la nation avait des sujets de préoccupation plus importants. Robert, les Wolfe lui avaient donné le nom de leur fils décédé, avait aidé au travail de la ferme. Il allait aussi à l'école, car il n'avait plus aucun souvenir de ce qu'il avait appris. Son ignorance en matière de comportement social était encore pire que son ignorance scolaire. Combien de fois avait-il embarrassé ou vexé les gens? Il avait été en butte au mépris, parfois à la brutalité des ruraux, mais il apprenait vite. Et son ardeur au travail, ainsi que la vigueur qu'il manifestait quand il lui fallait se défendre, avait fini par forcer le respect. Il était passé de l'école primaire au collège en un laps de temps étonnamment bref. C'était comme s'il réapprenait ce qu'il avait oublié. Et il était entré sans difficulté à l'université, bien qu'il fût loin d'avoir les années de scolarité requises. Ce fut alors qu'il tomba amoureux de la philologie classique. Un amour qui devait durer toute sa vie. Le grec surtout l'attirait. C'était une langue qui faisait vibrer une corde au fond de lui, et il y était à son aise. Diplômé de l'université de Chicago, il avait enseigné dans diverses facultés de la côte Est et du Mid-Ouest. Il avait épousé Brenda, ravissante jeune fille dotée d'une belle âme, du moins l'avait-il cru au début. Plus tard, il avait perdu ses illusions, mais cela ne l'empêchait pas d'être heureux. Pourtant, le mystère de son amnésie et de ses origines l'avait toujours troublé. Le problème ne le tracassait pas outre mesure jusqu'à présent, mais maintenant qu'il était sur le point de prendre sa retraite... « Remonte tout de suite, Robert !» s'exclama Brenda. « Monsieur Bresson n'a pas de temps à perdre. » « Je suis certain que nombreux sont les clients de Monsieur Bresson qui désirent examiner les lieux sans se presser, » répliqua Wolfe sur un ton amène. « Mais peut-être as-tu d'ores et déjà décidé que cette maison ne t'intéresse pas ?» Brenda lui adressa un regard furibond et, indigné, battit en retraite en se dandinant. Robert soupira, sachant qu'elle ne manquerait pas de l'accuser tout à l'heure d'avoir voulu la faire passer pour une idiote aux yeux de l'agent immobilier. Il reporta son attention sur la porte du placard. Oserait-il l'ouvrir? Il était ridicule de rester ainsi pétrifié, comme privé de volonté, mais il était dans l'incapacité de bouger. Il sursauta quand la trompe émit à nouveau ses 7 notes plaintives. Le son lui parvenait à présent avec plus de force. Son cœur était un point frappant à grands coups sa cage thoracique. Au prix d'un violent effort de volonté, il fit un pas en avant. Ses doigts agrippèrent la cannelure de cuivre et il poussa. Le léger ferraillement des galets coulissants étouffa l'appel de la trompe tandis que la porte s'ouvrait. Les murs avaient disparu. Ils avaient cédé la place à un décor qu'il n'aurait pu imaginer. C'était comme une fenêtre ouverte par laquelle s'engouffrait la clarté du soleil. Des arbres qui ne pouvaient appartenir à la terre bouchaient une partie du paysage. À travers les branches et les frondaisons, il apercevait un ciel d'un vert lumineux. Au pied d'un gigantesque rocher rouge étaient massées 7 créatures de cauchemar. Difformes, elles ne montraient que leur échine noire et velue, à l'exception d'une seule, dont le profil se découpait sur le fond vert du ciel. Une tête bestiale, à l'expression malveillante. Son corps était noueux, et les protubérances charnues qui saillaient sur sa face et sur son crâne lui donnaient un aspect inachevé. Ses jambes courtes ressemblaient à des pattes de chien, et elles tendaient une paire de bras démesurés en direction du jeune homme debout au sommet du bloc de rocher. Ce dernier, vêtu d'une culotte de daim et chaussé de mocassins, était un grand gaillard bronzé, musclé et large d'épaules. Ses longs cheveux touffus étaient d'un roux flamboyant. Il avait une tête massive aux traits taillés à la serpe et tenait à la main l'instrument dont Robert Wolfe avait perçu l'appel. D'un coup de pied,
Il fit lâcher prise à l'un des monstres qui tentaient d'escalader le rocher, porta la trompe d'argent à ses lèvres, mais s'interrompit en apercevant Wolf. Un large sourire découvrit ses dents éblouissantes. « Te voilà donc enfin !» s'exclama-t-il. Wolf ne fit pas un geste, n'ouvrit même pas la bouche. « Cette fois, ça y est !» songeait-il comme dans un rêve. « Je suis devenu fou. Après les hallucinations auditives, voilà les hallucinations visuelles. Qu'est-ce que ce sera ensuite ? Que vais-je faire ? M'enfuir en hurlant ou rejoindre calmement Brenda pour lui dire qu'il faut que j'aille voir un médecin sur le champ ? Tout de suite, sans attendre, sans donner d'explication. Tais-toi, Brenda, j'arrive. » Il recula d'un pas. L'ouverture était en train de se refermer. Les murs blancs retrouvaient leur opacité. Ou plus exactement, Robert reprenait pied dans le réel. « Hé, attrape !» s'écria le jeune homme du rocher. Il lança la trompe qui tournoya, étincela dans les raies du soleil filtrant des feuillages et vint heurter les genoux de Wolf qui poussa un cri de douleur. Le choc, en effet, n'avait rien eu d'ectoplasmique. De l'autre côté de l'ouverture qui se rétractait, il vit le requin lui sourire, lever une main, le pouce et l'index réunis en criant « Bonne chance! J'espère te revoir bientôt! Je m'appelle Kikaha !» L'ouverture se rétrécissait lentement, comme un iris. La clarté baissait et les objets devenaient confus. Pourtant, Robert eut encore le temps d'entreapercevoir une tête qui apparaissait derrière un tronc, une tête de femme aux yeux proportionnellement aussi larges que ceux d'un chat, aux lèvres pleines et écarlates, à la peau dorée, encadrée d'un flot de cheveux rayés de bandes sombres et zigzagantes. On eût dit la robe d'un tigre. La femme s'appuya contre l'arbre, sa chevelure touchait presque le sol. Enfin, les murs ne furent plus qu'une surface aussi blanche que l'œil d'un cadavre dont on relève la paupière. Tout était à nouveau comme avant, sauf que Wolf avait les genoux meurtris et qu'il sentait contre sa cheville la masse dure de la trompe. Il la ramassa et se tourna vers la salle de détente pour l'examiner à la clarté du jour. Il était éberlué, mais il ne croyait plus qu'il était fou. Il avait eu la vision d'un autre univers, et il tenait à la main un objet provenant de cet autre univers. Mais pourquoi ? Et comment ? Il nageait en plein mystère. La trompe avait un peu moins de 75 cm de long, et elle était très légère entre ses mains. Elle avait la forme d'une corne de buffle, à ceci près que le pavillon était largement évasé. L'embouchure était couverte d'une substance flexible et dorée. Le corps de l'instrument était en argent ou en métal argenté. Il n'y avait pas de clé, mais, en retournant l'objet, Robert remarqua une rangée de 7 petits boutons. Il nota également à l'intérieur de l'instrument tout un réseau de minces filaments métalliques. Comme il tenait la trompe obliquement sous la lampe pour en inspecter les profondeurs, il vit un détail qui lui avait échappé jusque-là. Un hiéroglyphe était gravé aux 2/3 du corps de l'instrument. Bien qu'il fût un expert en la matière et qu'il connût tous les types d'écriture alphabétique, idéographique et pictographique, Wolf n'avait jamais vu de glyphes analogues. « Robert !» appela Brenda. « J'arrive tout de suite, ma chérie !» Il posa la trompe dans un coin du cagibi dont il referma la porte. Que pouvait-il faire d'autre ? Impossible de sortir avec ça. S'il remontait en brandissant son butin, il lui faudrait affronter les questions de Brenda et de Bresson. Pas moyen de prétendre que l'instrument lui appartenait puisqu'il en était venu les mains vides. L'agent exigerait que la trompe lui soit remise puisqu'elle avait été trouvée dans une des maisons dont la société immobilière était propriétaire. Wolf ne savait à quoi se résoudre et cette incertitude le rendait malade. Comment faire discrètement sortir la trompe de la maison ? Comment empêcher Bresson de faire visiter le pavillon, aujourd'hui même peut-être, par d'autres acheteurs éventuels qui tomberaient sur elle dès qu'ils ouvriraient la porte du réduit et qui ne manqueraient pas d'attirer l'attention de l'agent sur cet objet insolite. Il gravit l'escalier menant à la salle de séjour. Brenda avait toujours l'air aussi furieux. Bresson, un petit bonhomme joufflu portant lunettes et qui avait dans les 35 ans, paraissait mal à l'aise en dépit du sourire commercial qu'il affichait. « Eh bien, la maison vous plaît-elle » s'informa-t-il. « Beaucoup, » répondit Wolf. « Elle me rappelle celle du Midwest. »« Tiens, moi aussi je suis de cette région. Je comprends que vous n'ayez pas envie d'habiter dans un de ces pavillons style ranch. Notez bien que je n'ai rien contre ce genre d'architecture. Personnellement, j'habite un ranch. »
Robert alla à la fenêtre. C'était un bel après-midi de mai. Le soleil étincelait dans le ciel bleu de l'Arizona. Les pelouses en gazon des Bermudes étaient toutes neuves. Il n'y avait que 3 semaines que l'herbe avait été semée, aussi neuve que les pavillons de l'ensemble tout juste terminés. « Presque toutes les maisons sont au niveau du sol, » disait Bresson. « Creuser des fondations dans cette couche de caliche très dure, c'est très coûteux, mais nos résidences ne sont pas chères pour ce qu'elles sont. » Si l'on n'avait pas creusé le caliche pour ajouter la salle de détente, qu'aurait vu l'homme de l'autre côté quand l'ouverture s'est formée, se demanda Robert. Peut-être aurait-il seulement vu une masse de terre et en aurait-il conclu qu'il n'y avait aucun moyen de se débarrasser de cette trompe. Vous savez probablement par les journaux pour quelle raison nous avons été contraints de retarder la date de réception, demanda Bresson. Pendant les travaux, nous avons retrouvé l'ancienne cité des Hohokam. Les Hohokam? Répéta Brenda. Qu'est-ce que c'est que ça? Beaucoup de personnes qui viennent en Arizona n'ont jamais entendu parler d'eux. Mais les gens qui s'installent dans la région de Phoenix ne tardent pas à avoir la puce à l'oreille. Les Hohokam étaient des Indiens qui peuplaient jadis la vallée du Soleil. Ils sont arrivés il y a au moins 1200 ans. Ils construisirent des canaux d'irrigation, édifièrent des villes. Leur civilisation se développait à une cadence rapide. Mais quelque chose est arrivé. Personne ne sait quoi. Ils ont purement et simplement disparu il y a quelques siècles. Certains archéologues affirment que les Indiens Papagos et Pimas sont leurs descendants. Mrs. Wolfe eut un reniflement méprisant. « Je les ai vus, ceux-là. Ils n'ont pas l'air d'être capables de construire autre chose que les mauvaises cahutes de torchis où ils vivent dans leurs réserves. » Wolfe se tourna vers sa femme et lança avec une sorte de brutalité. « Les Mayas modernes n'ont pas l'air, eux non plus, d'être capables d'élever des temples ou d'avoir pu inventer le concept du zéro. C'est pourtant ce qu'ils ont fait. » Brenda ouvrit la bouche toute grande et M. Bresson sourit d'un sourire encore plus mécanique. « Toujours est-il, enchaîna-t-il, que nous avons dû interrompre le chantier jusqu'à ce que les archéologues aient terminé leur fouille. Cela nous a immobilisés 3 mois et il n'y avait rien à faire car l'ordre venait des autorités de l'État et nous avions les mains liées. Néanmoins, c'est peut-être une chance pour vous. S'il n'y avait pas eu ce retard, il est bien possible que tous les pavillons auraient trouvé preneur. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, n'est-ce pas ?» acheva-t-il avec un sourire épanoui en dévisageant tour à tour ses 2 clients présomptifs. Après un instant de silence, Wolfe, qui pressentait ce qu'allait être la réaction de son épouse, respira un grand coup et dit « Affaire conclue, nous allons signer les papiers tout de suite. »« Robert !» s'exclama Brenda sur un timbre aigu. « Tu n'as même pas demandé mon avis. »« Oh, je regrette, ma chérie, mais ma décision est prise. »« Eh bien, la mienne ne l'est pas. » Bresson, dont le sourire avait maintenant quelque chose de désespéré, intervint. « Allons, il est inutile de précipiter les choses. Prenez votre temps, réfléchissez. Même si quelqu'un d'autre se présentait pour acheter cette unité, cela peut se produire avant la fin du jour, nos pavillons se vendent comme des petits pains, ce ne serait pas grave. Nous en avons beaucoup du même type. »« C'est cette maison que je veux, pas une autre. »« Mais, Robert, tu perds la tête. » gémit Brenda. « Je ne t'ai encore jamais vu te conduire de cette façon. »« J'ai presque toujours cédé à tes caprices parce que je voulais te voir heureuse. Alors, pour une fois, à ton tour. Ce n'est pas beaucoup demandé, d'ailleurs. Pas plus tard que ce matin, tu m'as dit que tu désirais une maison comme celle-ci. En dehors de la résidence des Hohokam, les chalets de ce genre ne sont pas dans nos moyens. Maintenant, signons la promesse de vente. Je vais vous faire un chèque à titre de caution, monsieur Bresson. »« Je ne signerai rien, Robert. »« Écoutez-moi, dit le vendeur. Vous devriez rentrer chez vous et discuter de cette affaire à tête reposée. Lorsque vous aurez arrêté votre décision, prévenez-moi, je serai à votre disposition. »« Ma seule signature ne suffit pas, sontait à Wolfe. »« Je regrette, répondit l'agent, arborant toujours le même sourire forcé. Il faut également celle de Mrs. Wolfe. » Brenda décocha un regard de triomphe à son mari. « En ce cas, promettez-moi de ne faire visiter ce pavillon à personne. Au moins jusqu'à demain. Si vous avez peur de manquer une vente, je suis prêt à vous verser des arrhes. »« Oh, ce n'est pas nécessaire, » rétorqua Bresson se dirigeant vers la porte avec une hâte qui trahissait son impatience à se tirer d'une situation embarrassante. « C'est entendu. Je ne ferai visiter la maison à personne avant demain matin. J'attendrai votre coup de téléphone. » Les Wolfe reprirent la route du motel des Sables à Tampa. Pendant tout le trajet, ni l'un ni l'autre n'ouvrirent la bouche. Brenda, raide comme un piquet, les yeux fixés sur le pare-brise, regardait droit devant elle. De temps à autre, Robert la fixait à la dérobée. Son nez, remarqua-t-il,
paraissait de plus en plus pointue et ses lèvres de plus en plus minces. Si cela continuait, elle finirait par ressembler à un perroquet obèse. Et lorsque finalement elle éclaterait, que sa langue se délirait, sa voix serait effectivement celle d'un perroquet obèse. Ce serait à nouveau un déferlement de récriminations et de menaces usées, encore qu'énergiques. Elle lui reprocherait de la négliger depuis tant et tant d'années, lui rappellerait pour la énième fois que, quand il ne gardait pas le nez plongé dans ses livres, il tirait à l'arc, il faisait de l'escrime ou de l'alpinisme, tout sport que son arthrite lui interdisait, elle, de pratiquer avec lui. Elle déviderait tous les malheurs, ou prétendus tels, dont était tissée son existence, et cela finirait par un déluge de larmes amères. Pourquoi Robert ne l'avait-il pas déjà quittée? Il l'ignorait. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il avait été très épris d'elle au temps de leur jeunesse, et aussi que les accusations dont Brenda l'accablait n'étaient pas entièrement futiles. En outre, l'idée d'une séparation lui était pénible, plus pénible encore que l'idée de poursuivre la vie commune. Il était néanmoins en droit de récolter le fruit de ses peines au terme d'une carrière consacrée à l'enseignement des langues classiques. Maintenant qu'il avait suffisamment d'argent et de loisirs, il pouvait se livrer aux recherches personnelles dont ses tâches professionnelles l'avaient jusque-là détourné. Ayant établi son camp de base en Arizona, il pourrait voyager. Mais était-ce bien sûr? Brenda ne refuserait pas de l'accompagner. En fait, elle exigerait de le suivre dans ses déplacements. Hélas, cela l'assommerait à tel point que son existence deviendrait insupportable, et il ne lui était pas possible de reprocher à sa femme de ne pas avoir les mêmes centres d'intérêt que lui. Mais fallait-il renoncer à tout ce qui emplissait sa vie sous le seul prétexte de la rendre heureuse? D'autant que cela ne la satisferait sans doute pas. Comme il s'y attendait, la langue de son épouse se délia après le dîner. Il l'écouta, s'efforçant d'argumenter avec calme, de lui faire toucher du doigt son illogisme, ainsi que l'injustice et la mauvaise foi de ses accusations. Ce fut peine perdue. Et, comme toujours, cela s'acheva par des larmes et des menaces, ou elle le quitterait, ou elle se supprimerait. Mais cette fois, il ne céda pas. « Je veux cette maison, et je veux mener la vie que j'ai décidé de mener, » répliqua-t-il avec fermeté. « C'est comme ça. » Il enfila sa veste et se dirigea vers la porte. « Je rentrerai plus tard. Peut-être. » Brenda, hurlante, lui lança un cendrier qu'il évita et qui rebondit contre le chambranle, arrachant un éclat de bois. Grâce au ciel, elle ne suivit pas son mari sur le palier pour lui faire une scène comme cela s'était déjà produit par le passé. Il faisait nuit, mais la lune n'était pas encore levée. Seules les fenêtres éclairées du motel perçaient l'obscurité, ainsi que les réverbères et les phares de voiture dans Apache Boulevard. Wolfe s'installa au volant et démarra. Quelques minutes plus tard, il suivait la route menant à la résidence. En songeant ce qu'il avait l'intention de faire, il sentit sa peau se couvrir d'une sueur froide et son cœur se mit à battre plus vite. C'était la première fois de son existence qu'il envisageait sérieusement de commettre un acte délictueux. Les pavillons de l'ensemble étaient illuminés à giorno. Un haut-parleur diffusait une bruyante musique, et les gosses, à qui leurs parents avaient dit de jouer dehors pour pouvoir visiter tranquillement les maisons, braillaient dans la rue. Il fit demi-tour, revint à Tampa, traversa Phoenix, et ne s'arrêta que quand il eut atteint la ville de Scottsdale. Il passa 1h30 dans une petite auberge. Il partit après le 4e verre de Vat 69. C'était assez. Ou plus exactement, il craignait de continuer à boire. Lorsqu'il passerait à l'action, il ne faudrait pas qu'il ait la cervelle embrumée. Quand il eut regagné la résidence des Hohokam, tout était éteint et le silence régnait à nouveau sur le désert. Il rangea sa voiture derrière le pavillon qu'il avait visité quelques heures plus tôt. Il avait mis des gants et il fracassa d'un seul coup de poing la fenêtre de la salle de détente avant de se glisser dans la pièce. Il haletait et son cœur cognait dans sa poitrine. En dépit de sa peur, il sourit, se moquant de lui-même. Doué d'une imagination fertile, il s'était souvent représenté sous les traits d'un voleur. Pas un vulgaire montant l'air, bien sûr, plutôt une espèce de héros. Maintenant, il lui fallait se rendre à l'évidence. Il avait trop le respect de la loi pour devenir un grand criminel, ou même un gagne-petit du crime. Sa conscience lui reprochait déjà ce méfait véniel qu'il avait pourtant considéré comme parfaitement légitime. L'idée lui vint qu'il allait peut-être se faire surprendre, et il s'en fallut de peu qu'il renonça à récupérer la trompe. Si jamais on le capturait, ce serait l'écroulement de toute une existence paisible et respectable. Le jeu en valait-il la chandelle? Oui, absolument. S'il battait en retraite, il le regretterait jusqu'à la fin de ses jours. Une aventure extraordinaire l'attendait.
la plus grandiose de toutes, une expérience unique, sans précédent. S'il devait à présent se conduire comme un lâche, autant se faire sauter la cervelle. Jamais il ne pourrait supporter l'idée d'avoir laissé passer l'occasion de s'approprier cette trompe, et il ne se pardonnerait pas plus sa pusillanimité. Il faisait si noir qu'il dut suivre le mur en le tâtant du bout des doigts pour trouver le chemin du réduit. Enfin, il sentit le contact du panneau coulissant et le manœuvra lentement pour éviter de faire du bruit. Après être resté un instant immobile, l'oreille tendue, il s'empara de l'instrument, puis, ayant reculé de quelques pas, il l'emboucha et souffla en sourdine. La clameur qui retentit alors le prit au dépourvu, et de saisissement, il laissa tomber l'instrument. Quand il l'eut récupéré à tâtons dans un coin de la pièce, il fit une seconde tentative. Le son avait la même intensité. Un quelconque dispositif, peut-être les fils argentés qui tapissaient l'intérieur de la trompe, réglait le niveau sonore. Wolf resta plusieurs minutes debout, la trompe à la main, essayant de se rappeler exactement la séquence musicale qu'il avait entendue. De toute évidence, les 7 petits boutons qui saillaient sur le corps de l'instrument commandaient les différents harmoniques. Mais pour déterminer ceux sur lesquels il fallait appuyer, il était bien forcé de faire des essais qui attireraient inévitablement l'attention. Il haussa les épaules. « Oh, et puis zut !» murmura-t-il. À nouveau, il porta la trompe à ses lèvres et souffla. Mais cette fois, il pressa les boutons en commençant par le plus proche. 7 notes retentirent. Elles avaient bien la valeur dont il se souvenait, mais ce n'était pas la bonne séquence. Comme mourait la dernière note, quelqu'un cria au loin. Pris de panique, Wolf jura, emboucha la trompe et fit jouer les boutons dans l'ordre requis, du moins l'espérait-il, pour reproduire le sésame musical qui était la clé ouvrant la porte de l'autre univers. Le faisceau d'une lampe électrique fit miroiter la vitre brisée, puis s'éloigna. Wolf souffla à nouveau dans la trompe. Le pinceau de lumière revint à la charge. D'autres voix se joignirent à la première. Il essayait désespérément de nouvelles combinaisons. Enfin, il en trouva une qui lui parut être identique à l'accord qu'avait produit le jeune homme aux cheveux roux planté en haut du rocher en forme de champignon. La torche illumina la pièce. « Sortez de là !» ordonna une voix hargneuse. « Sortez ou je tire !» Au même instant, une lueur verdâtre jaillit du mur, dont on eût dit qu'il était en train de fondre. À travers le trou qui se formait, il distingua la lune. Les arbres et le rocher se profilaient en ombre chinoise contre le vaste globe brillant d'un éclat argenté aux nuances émeraudes dont seul le bord était visible. Wolf ne perdit pas de temps. Si sa tentative d'effraction n'avait pas été remarquée, il eût peut-être hésité, mais à présent, il fallait qu'il échappe à ses poursuivants, il n'y avait pas d'autre alternative. Cet autre univers était lourd d'incertitudes et de dangers, certes. Cependant, il n'avait plus rien à espérer de son monde familier, sinon la honte et l'opprobre. Le gardien réitéra sa sommation. Délibérément, Wolf lui tourna le dos. Il dut se baisser et lever haut la jambe pour franchir l'ouverture qui déjà se rétrécissait. Quand une fois passé le seuil, il fit volte-face pour voir une dernière fois l'univers qu'il venait de déserter, il constata que la brèche n'était à présent pas plus grande qu'un hublot. Au bout de quelques secondes, elle disparut. C'était Le Faiseur d'univers de Philippe José Farmer. Chapitre 1. Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.